Bonjour à tous ou bonsoir, selon le moment où vous m'écoutez. Je suis Javi et bienvenue à Voz y Prensa. Aujourd'hui, je voulais faire une brève interview avec Antonio Delgado. Antonio Delgado est un journaliste espagnol avec une grande carrière professionnelle. Il a travaillé plusieurs années à la télévision espagnole et ainsi que dans plusieurs médias, y compris la presse écrite. Antonio a participé au journal nocturne de Radio Nationale d'Espagne et après il est revenu les correspondants à Paris et la Belgique, où il a couvert tout ce qui concerne l'Union européenne, l'actualité sur l'intégration de l'euro, sur l'expansion de l'Europe, etc. Avec cela, si vous souhaitez commencer par une présentation de vous. Eh bien, si je devais résumer mon parcours, je dirais que je suis un journaliste européen dans le sens de ma spécialisation. Il est vrai que j'ai aussi travaillé à Madrid, dans la presse locale à Rennes, où j'étais. Mais l'essentiel de ma carrière concerne l'information européenne au sens large. J'ai passé près de 20 ans à Bruxelles, où je suis parti en Erasmus et où j'ai commencé à travailler sérieusement au niveau professionnel. Puis, ces dernières années à Paris, j'ai une spécialisation, c'est bien celle-là, l'information continentale. J'ai vu que tu as travaillé dans plusieurs médias en Espagne mais aussi à l'international. Parmi eux, un journal aux Pays-Bas. Et pourquoi? C'est une radio, Radio Néerlande, où je collaborais à l'époque. Elle disposait d'un service en espagnol, ce qui n'existe plus aujourd'hui. C'est l'une des choses qui changent. Les radios nationales n'ont plus autant de services multilingues. Mais à l'époque, même la radio néerlandaise avait un service en espagnol et j'y ai collaboré. Alors, comment dirais-tu que la liberté de la presse est perçue en Espagne par rapport à la France, tant au niveau de la couverture que de l'indépendance des médias et de l'information elle-même? Je dirais qu'il n'y a pas de différence fondamentale dans le sens où ce sont deux pays de l'Union européenne qui fonctionnent selon les mêmes paramètres similaires. Il y a un certain respect de la liberté de la presse, une liberté d'opinion et d'information qui n'est pas entravée. Bien au contraire, elle est protégée par la loi, et ce de manière très similaire dans les deux pays, comme dans l'ensemble de l'espace européen, à quelques exceptions près. Il est vrai qu'en Hongrie ou en Slovaquie, où les partis libéraux sont en plein essor, il existe des circonstances particulières. Mais en général, il y a une liberté pour exercer le journalisme. En revanche, dans la pratique, il existe des limites liées à la crise chronique de la profession et au fait que, quand on travaille pour un média public ou privé, on est soumis à certaines contraintes imposées par les propriétaires et les exigences économiques du journalisme. Mais d'un point de vue légal, on ne peut pas vraiment se plaindre, compte tenu de l'état du monde. D'un point de vue de l'agenda, des thématiques actuelles, penses-tu que notamment dans la relation Espagne-France, il y a une grande influence qui suit un peu la ligne de ce que tu mentionnais, à savoir les médias de communication, les groupes médiatiques? Penses-tu qu'il y a une certaine influence sur ce qui est abordé aujourd'hui dans l'actualité? Oui, on ne peut pas être naïf. Et les médias de communication, si l'on parle des médias privés, où j'ai peut-être plus de liberté pour en parler, bien que j'ai moins d'expérience, car j'ai surtout travaillé dans les médias publics, il est évident que les médias privés en Espagne et en France, et pratiquement dans tout pays, ont ce l'on pourrait appeler un agenda, c'est-à-dire une certaine motivation politique, une certaine intentionnalité pour influencer le débat public. Cela est prédéterminé par une propriété du média. Il y a aussi une stratégie commerciale. Il est vrai que les gens qui lisent la presse, écoutent la radio ou regardent la télévision avec une certaine orientation, comme si il s'agissait d'un produit de supermarché. Certains préfèrent une vision conservatrice ou progressiste des choses. Il y a aussi un intérêt, une intentionnalité de la part des propriétaires à intervenir dans le débat public. Et il y a des exemples très concrets. Si l'on regarde la France, pour citer un cas extrême, il est évident que les médias de Vincent Bolloré, grands propriétaires avec un agenda conservatrice, promeuvent une vision des choses différentes de celles que peuvent avoir Mediapart ou Libération, qui sont des médias appartenant à leurs rédacteurs avec une idéologie de gauche. Il est donc évident que chacun voit les choses différemment, que ceux qui travaillent dans les rédactions savent qu'ils doivent respecter ces paramètres. Du coup, quelle différence verrais-tu à première vue dans la manière dont les médias traitent l'information dans chaque pays,
Dans ces cas, j'aimerais, puisque tu as travaillé à Bruxelles en cours de les questions européennes, savoir si tu penses qu'il existe de grandes différences dans la manière d'analyser ou d'aborder les sujets selon les pays, notamment entre la France et la Belgique. Je pense qu'un bon point de comparaison est d'observer la différence entre la France et l'Espagne lorsqu'il s'agit de parler de sujets européens, car cela nous définit en tant que pays. L'Espagne est un pays qui, pour des raisons historiques, a un certain complexe provincialiste, un certain complexe d'infériorité, avec une ambition de se comparer à l'Europe. Cela conduit à ce que les informations sur l'Europe, et particulièrement tout ce qui concerne le fonctionnement des institutions européennes, aient une grande présence dans les médias espagnols, tant publics que privés. La France, en revanche, est totalement différente. C'est un pays qui, avec tout le respect, et peut-être même que c'est une qualité, est très centré sur elle-même. Même lorsqu'il se critique, cela se fait toujours selon des critères français. C'est un pays qui se considère comme important. À cet égard, il y a moins de présence d'informations étrangères, et en particulier des institutions européennes, que ce que l'on retrouve en Espagne. Toutefois, dans les deux pays, l'information est très présente. On le voit par exemple avec le cas de l'Ukraine. La réponse européenne à la guerre de l'Ukraine fait partie du quotidien des médias en Espagne et en France. Mais en Espagne, cela tend à être perçu comme une chose qui nous est rapportée de l'extérieur. Tandis qu'en France, cela tend à être une affaire où la France joue un rôle central et où l'on parle davantage de ce que dit Macron que de ce que peuvent dire les institutions européennes comme Ursula von der Leyen, par exemple. Alors, en France, les sujets d'actualité, en particulier la question européenne, sont abordés avec un point de vue plus centré sur le rôle national, tandis qu'en Espagne, on analyse davantage ce qui vient de l'extérieur comme si nous n'étions pas au même niveau, du moins moralement, ce qui est perçu dans de nombreux aspects culturels. Et en parlant de l'indépendance des médias, puisque nous avons déjà évoqué que chaque média a implicitement ou non son agenda politique, penses-tu qu'en France, en comparaison, il est très visible la différence entre les médias privés et publics? Je pense qu'en France, et je le dis avec une pointe d'envie, les médias publics, bien qu'ayant sans doute leurs biais, bénéficient d'un plus grand respect. Il y a des critiques, bien sûr. Les médias conservateurs, en France, critiquent notamment les rédactions des médias publics comme France Télévisions et Radio France, estimant qu'elles sont par défaut progressistes et qu'elles devraient être ajustées. Mais en général, la radio-télévision publique est considérée comme une institution indépendante et forte, qui bénéficie d'un plus grand respect qu'en Espagne. C'est du moins mon impression. Les directions des chaînes publiques ne sont pas aussi manifestement dépendantes du gouvernement en place que ce n'est le cas en Espagne. Et je ne parle pas seulement de radio-télévision espagnole, mais aussi des télévisions régionales. Les interviews menées sont bien plus incisives que dans les médias publics espagnols. Le système me semble plus solide ici. Et moi, parfois, je le regarde avec envie. J'ai l'impression qu'ils ont un sens de leur propre indépendance plus ancré que celui que nous avons dans les médias publics en Espagne. Pour ceux qui ne le savent pas, l'Espagne a connu une dictature il y a un peu de 50 ou 60 ans environ. Et c'est vrai que peut-être la libération des groupes médiatiques y vient est plus récente par rapport à la France ou d'autres pays. Cela peut aussi faire partie de l'argument général appliquant pourquoi la base solide des groupes médiatiques ici en France est bien plus forte et joue un rôle un peu plus indépendant vis-à-vis de l'administration, non? Oui, je pense que c'est le cas. Et surtout, il y a ici un sens du respect des institutions dans un sens large, encore une fois, en incluant comme institution l'audiovisuel public. Mais si l'on regarde aussi, par exemple, la justice, les entreprises, voire même l'Assemblée nationale, c'est-à-dire qu'en Espagne, je ne sais pas si c'est une question culturelle découlant, peut-être des vices du franquisme, c'est possible. Cela pourrait être un facteur, mais peut-être qu'en France, on a aussi un esprit républicain qui fait qu'il y a une séparation des pouvoirs, encore une fois dans un sens large, en incluant les médias comme un pouvoir plus net
plus clair que ce qui n'existe en Espagne. Ici, pour citer un autre exemple, des débats comme celui du blocage du Conseil général du pouvoir judiciaire, qui entraîne en Espagne depuis des années, seraient inconcevables. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de manipulation politique, évidemment. Il ne faut pas être naïf, mais il y a une séparation plus marquée, et il en va de même pour les grands médias publics. On part du principe qu'un média public peut critiquer le gouvernement. Bien sûr, il y aura des tentatives d'influence. Cela fait partie du jeu, mais l'institution est plus respectée qu'en Espagne, où l'on tient presque pour acquis que chaque changement de gouvernement entraîne aussi un changement de direction dans les médias publics. Finalement, quel serait selon toi le plus grand défi pour un journaliste, surtout dans ton cas, après avoir travaillé dans différents pays face à la menace, entre guillemets, de l'influence des médias par rapport à la politique actuelle, ou un facteur économique, politique, géographique, qui sait? Quel serait selon toi le plus grand défi pour un journaliste dans cette situation? Peux-tu donner un exemple rapide ou un cas concret? Écoute, je pense que le plus grand défi en ce moment pour le journalisme, ou pour toute personne travaillant dans la communication, c'est de trouver sa place dans le nouvel écosystème généré par les réseaux sociaux et les nouveaux médias, si l'on peut les appeler ainsi. Ils ont clairement bouleversé la manière dont le public reçoit l'information, que le rôle du journalisme traditionnel comme prescripteur des sujets de discussion est à relativiser. Avant, à la faculté, on parlait de l'agenda setting. Des gens parlaient de ce que les médias disaient. Les médias présentaient d'une manière ou d'une autre, mais c'était le sujet de conversation. Aujourd'hui, tout est tellement fragmenté que nous recevons des informations de tellement de sources différentes, avec une constante présence sur le téléphone portable, que nous nous sommes encore un peu perdus. Certains médias ont réussi à être rentables dans cet environnement, ce qui n'a pas été facile, car il y a une crise au sens strict du terme, surtout pour la presse écrite, mais aussi pour la radio. Il y a une crise publicitaire, car l'audience est tellement éclatée que les gens n'achètent plus autant de journaux qu'avant. Petit à petit, des solutions émergent pour survivre dans cet nouvel environnement. Mais ce qui n'est pas encore clair, selon moi, c'est comment nous allons réussir à restaurer le prestige de la profession, pour que les gens fassent plus confiance aux journalistes qu'aux déclarations directes des politiques sur X, anciennement Twitter, Instagram, Facebook ou toute autre plateforme qui existera demain, car on évolue constamment. Je pense que c'est là notre plus grand défi. Et la réponse, qui est plus facile à dire qu'à mettre en pratique, c'est qu'il faut travailler dur, défendre notre métier avec un professionnalisme exemplaire, produire une information fiable et de qualité sans se limiter aux déclarations politiques. Il faut proposer quelque chose qui apporte une réelle valeur ajoutée par rapport à un simple message posté par Donald Trump ou une autre politique. L'objectif n'est pas seulement que les gens paient pour l'information des journalistes, mais qu'ils nous écoutent davantage que ce que leur raconterait leur beau-frère sur WhatsApp. C'est-à-dire qu'il y réside un véritable enjeu et nous ne savons pas encore si nous allons gagner cette bataille. Pour conclure, en reprenant certaines de tes paroles, aujourd'hui l'information est plus que jamais commercialisée sous forme de titres accrocheurs et les réseaux sociaux permettent un accès immédiat. Ainsi, comme tu l'as souligné, le rôle du journaliste aujourd'hui repose davantage sur la manière dont l'information est traitée, filtrée ou sur la qualité du contenu, plutôt que sur la simple production de tweets ou de contenus à fort engagement sur les réseaux sociaux. Encore une fois, merci beaucoup Antonio d'avoir accepté l'interview. Et voilà, à la prochaine. Nada, Javier, un placer. Encantado, como no. Hasta otra ocasión, compañero.